L'Art du Bonheur, bonjour. Je suis très heureux d'être avec justement Jean-Luc Riva pour son deuxième tome. Mais il n'y en a pas que deux, il y en a plusieurs, Jean-Luc, si je me trompe. Hein, il y en a plusieurs. Il en cache. On est au salon de Vexin-sur-Epte pour la deuxième édition. C'est un magnifique salon feutré avec une ambiance chaleureuse. Et justement, je suis avec Jean-Luc. Et oui, JGN et son dernier livre qui s'appelle L'éclaireur. Ah, il y a quand même une bonne suite. Alors, Jean-Luc, merci d'être là avec nous aujourd'hui à Vexin. Et pourquoi on va, avant de commencer sur l'éclaireur, parce que vous allez m'éclaircir sur le JGN. Alors, dites-moi tout un petit peu, parce que c'est une confession d'un OPS à la fois. Est-ce que tout est dit dedans ou est-ce que c'est juste un principal trait de ce métier? Alors, c'est une confession d'un OPS. OPS, ça veut dire opérationnel. C'est l'histoire d'un jeune, au départ, qui frise la délinquance et puis qui a la chance de rencontrer quelqu'un qui le remet un peu sur le droit chemin. À travers le grand frère? Un peu le grand frère à travers les sports de combat. Et il se met en tête, en décembre 1994, il voit l'assaut du GIGN à Marignane sur l'Airbus qui avait été pris en otage et il décide d'intégrer le GIGN. Il va se donner tous les moyens pour y arriver. Donc c'est un peu un parcours de vie qu'on va découvrir avec lui, surtout que c'est un personnage atypique qui, au bout d'un moment, par exemple, il a 5-6 ans au GIGN, et il aura besoin de faire un break, et il va partir tout seul, faire un grand trek à travers l'Afrique, à pied, pendant 1 mois et demi, 2 mois, et il réintégrera le GIGN après. Mais il faut quand même canaliser toute cette énergie, en fait, quand on est dans ce métier. Tout à fait. Alors c'est pour ça que, bon, au GIGN, il y a des règles extrêmement précises. Donc ce ne sont pas des unités conventionnelles. Ce sont des fortes personnalités, donc les gens ont beaucoup plus de moyens de s'exprimer, la discipline est complètement différente. On se tutoie, les gens se tutoient. C'est une famille. C'est une famille, c'est un peu l'esprit chevalier de la table ronde. Hein. Donc les grades passent un peu après, c'est surtout la compétence qui est reconnue. Et après combien de temps d'années? En fait, oui, la compétence, elle est acquise depuis combien de temps? Il faut compter 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. Ouais, 4 à 5 ans. Le stage proprement dit, pour l'intégration, une fois qu'on a réussi les tests, dure 1 an. Et il va se passer 4 à 5 ans pour devenir un équipier d'un niveau correct, qui permet d'être reconnu par l'ensemble de la communauté. Parce que vous êtes un ancien? Non, je ne suis pas un ancien, je suis un ancien militaire. Un ancien militaire. Il y a très longtemps, j'ai fréquenté le GIGN, en particulier son fondateur, Christian Proutot, avec lequel j'ai écrit un livre. J'avais été marqué par l'esprit particulier qui régnait dans cette unité, et je m'y suis intéressé. Qui est plus attachant qu'un peut-être dans la police ou la gendarmerie, c'est déjà plusieurs choses différentes. Ouais, c'est différent. Le GIGN, ce sont les militaires. Les gendarmes sont les militaires. Oui. Le GIGN, c'est un peu les forces spéciales de la gendarmerie. Forces spéciales du ministère de l'Intérieur, bien sûr, par extension. Et il y règne un esprit très particulier, différent de ce qu'on peut rencontrer en gendarmerie classique. Et moi, c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé. On n'est pas dans un téléfilm. Hein. Non, on est dans la réalité, là. Surtout, on est dans la réalité. Ouais, Parce que ce qui nous montre à la télé, en fait, bon, j'ai rien contre justement ces téléfilms. Les jeunes, les gens aiment justement. Mais quelle est la différence, en fait, justement, entre la réalité et ces films? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est basé dessus, quand même? Je pense que, par exemple, dans ce livre, on va beaucoup plus loin que ce que nous montre la fiction à la télévision. Par exemple, lui, il va lui arriver des aventures en Libye, en Irak. Il va devoir donner la mort dans une prise d'otage, dans une prison. Dans des circonstances extrêmement compliquées. Seul à ça, à décider? Seul à décider. Enfin, il faut y aller. On a décidé que le seul moyen de sortir l'otage, c'était de tuer le preneur d'otage. Et c'est lui qui le fait. Et c'est pas une démarche anonyme, parce qu'il y a de lourdes conséquences après, psychiques et tout. Et bon, comme c'est un garçon qui a énormément de caractère, il arrive à surmonter ça, mais on ne sort pas indemne de ces expériences-là. Pareil, il sera blessé en Irak. Il restera sur place, il se soignera tout seul. Donc, c'est des forces de caractère, des gens un peu hors du commun.
c'est un petit peu un perpétuel recommencement parce que pendant la guerre 14-45, rien à voir avec le GIGN, la fin des militaires, ils se sont liés eux-mêmes à la fois des fois. Ah bah certainement, oui. Oui, est-ce qu'on serait capable alors d'aujourd'hui Est-ce qu'on serait capable, voilà, c'est ça, de supporter et je pense dans ce genre d'unité, est-ce qu'on est capable? Voilà, oui, tout à fait. Il faut être capable. Il faut être capable parce que la force de ces unités, c'est d'avoir un très fort collectif. Et pour avoir ce très fort collectif, il faut avoir un très fort individualisme. C'est-à-dire que si on doit pas se monter sur le toit, il n'y a personne qui va vous aider à monter sur le toit. Il faut grimper sur le toit. Donc il faut avoir des gens qui sont tous au même niveau à peu près pour que le collectif réussisse la mission qui lui est imposée. Et donc dans ce livre, il y a une chose qui est très importante, je pense, c'est il n'y a pas de famille, c'est une famille, mais est-ce qu'on dit un peu sa famille? C'est ça on transmet quelque chose. Ah oui, tout à fait. Mais pas avec sa famille. Alors c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah oui, la vie de famille est compliquée là-dedans. Parce que vous avez beaucoup d'absences. Vous partez d'un seul coup sur alerte. La famille ne sait pas forcément où vous partez. Surtout quand vous partez à l'étranger. Oui. Donc les gens, la famille ne sait pas. C'est un petit peu comme un pêcheur qui s'en va en mer et on ne sait pas s'il revient. Voilà, parce que souvent les femmes de marins, en fait, ils ont toujours cette peur. C'est un peu ça. Et à la fin du livre, on le voit bien parce qu'il participe à l'assaut des frères Kouachi à Damartin. Et on lui dit, écoute, c'est toi qui va être en tête pour rentrer dans le bâtiment. Et il téléphone à sa femme en lui disant, écoute, là cette fois-ci ça va être difficile. Donc on se parle un petit peu avant que ça se passe. En fait, c'est un livre avec de l'émotion. Ah oui, il y a beaucoup d'émotions. De la réalité. Ouais. Et très touchant à la fois. Voilà. Et alors par la suite, il y a un deuxième, après le GIGN, vous avez l'éclaireur. Donc voilà. Là, l'éclaireur, le dernier, on change complètement de sujet. On change complètement de sujet, j'ai bien compris. Et pourquoi on peut dire un roman à la fois? C'est un récit. C'est un récit. Ouais, c'est un récit. Et pourquoi cette histoire? Alors, les hasards de la vie ont fait que en 1992, j'étais à l'école interarmée du renseignement. J'ai fait toute ma carrière dans le renseignement. Et l'effondrement de l'Union soviétique a fait que le renseignement français s'est recentré sur le Sud, sur les pays du Sud. Et donc, je sentais que j'avais plus ma place, c'était pas la même culture et tout. Moi, j'étais un enfant de la guerre froide. Et donc, j'ai décidé de quitter. Et je me suis retrouvé nommé adjoint au sous-préfet qui délocalisait l'ENA de Paris à Strasbourg. Et donc, je suis allé me présenter à l'ENA en 92, faire un tour, j'étais encore en service à l'école interarmée du renseignement. Et le secrétaire général, en me faisant visiter, me dit, tiens, on a des élèves étrangers et parmi eux, il y a 2 soviétiques. L'Union soviétique allait s'effondrer, mais c'était encore l'Union soviétique. Et donc, et justement, les élèves sortent et il me dit, regardez, les voilà. Alors il me dit, attention, le premier là qui sort, il s'appelle Nekrasov. Il me dit, ce type, c'est un taciturne, il a une sale gueule, c'est certainement un type du KGB qu'on nous a envoyé. Mais dis, regardez l'autre. Il est extraordinaire, il a de l'empathie, il s'intéresse à tout, il est sympa. Et en fait, c'était lui l'espion du KGB, c'était Sergei Girnov. Et on s'est retrouvés dans une émission de radio 20 ans plus tard, et on a décidé après de faire un livre ensemble. Je suis allé le rencontrer chez lui à Champs-Rousse. D'accord. Et pourquoi l'avoir écrit que maintenant? Pourquoi? Parce que il en éprouvait pas trop. Il avait commencé à faire un livre, mais il en est qui est sorti d'ailleurs et qui raconte un peu sa vie en Russie. Et là, je lui ai proposé, c'est moi qui lui ai proposé de raconter un peu toute l'histoire de l'enfance. Oui, avec ses parents aussi. Avec ses parents, où il est repéré par le KGB parce qu'il a un don des langues. Et toute l'éducation que le KGB va lui faire en parallèle de sa vie d'étudiant. Il va intégrer le KGB à l'école, ce qu'on appelle l'école de la forêt, c'est l'école qui forme l'Institut Andropov, qui forme les officiers du KGB. Mais en parallèle de cette école encore, il aura sa formation de clandestin. Il se préparera à venir en France comme clandestin, c'est-à-dire un illégal, quelqu'un qui va essayer soit de se faire passer pour un Français,
de rester un agent dormant qui ne fait rien jusqu'au moment où on le réveille et on lui demande d'exécuter une Comment mission. il a trouvé, comment il a pu ressentir cette illégalité en fait? Il a dû souffrir de ça. Ah ben, un agent de renseignement, c'est quelqu'un qui est un illégal qui est infiltré dans un pays pour mener une mission, mais sur une longue durée. C'est quelqu'un qui ment en permanence. Il a plusieurs identités. Oui, donc Et du coup, psychologiquement, c'est pas évident parce que mentir tout le temps, tout le temps, il ment à sa femme, il ment à ses enfants, il ment à sa famille, il ment aux gens qu'il rencontre. il ment à tout le monde. Il ment à tout le monde. Et donc, psychologiquement, il faut être très fort. Très fort. Il faut être très fort, hein, parce qu'il y a des moments où on ne sait plus qui on est. Oui, c'est ça, on perd son identité. Absolument. Et quand il est là à la date d'aujourd'hui, c'est cet homme, comment il se sent avec tout ce qui se passe aussi maintenant en Russie. Ouais. Alors, il est réfugié politique en France depuis 2002. Et donc, il le vit mal. En plus, c'est quelqu'un, ses parents sont morts. Il n'a pas pu assister à l'enterrement, il n'a pas pu retourner en Russie. Les événements qui se passent actuellement, il les vit mal parce que bon, c'est pas quelqu'un qui est pro-Poutine. Il sent que ça risque de mal se terminer pour son pays et c'est quelqu'un qui est un peu en souffrance là-dessus. Il garde son âme russe. Oui, mais par contre, il se rend compte que ça peut aller mal avec le pays et avec les autres pays qui les ont. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il intervient un peu sur les chaînes de télé comme consultant et c'est le premier en février qui a dit que Poutine un jour parlerait de l'arme nucléaire. Je me rappelle que tout le monde a rigolé, il a dit bon non, effectivement il avait raison. Un mois plus tard, un mois et demi plus tard, Poutine parle. C'est impressionnant parce que c'est un espion russe qui parle d'hier et d'aujourd'hui en fait. Et cette évolution, vous l'avez travaillé ensemble. Bah oui, c'est un peu. Ça a été dur aussi. C'est ça que je. C'est un peu comme pour le ressens premier quelque livre. chose qui a dû. Voilà, c'est comme le premier livre. Alors c'est une espèce de thérapie. Mais c'est voilà. Pour le, vous avez travaillé votre thérapie ensemble parce pour que, avancer. Il faut aller au bout des choses, quoi. Quand on écrit un livre comme ça, ce sont des récits. Il faut tout vérifier. Il faut tout contrôler. C'est-à-dire que par exemple, je prends le dernier, ce qui est le plus difficile puisque ça se passe en Russie. Oui. Il est la date d'aujourd'hui. Il est formé par un général qui s'appelle Drozdov, qui chez les Russes, c'est une légende. C'est lui qui dirigeait les illégaux, donc ces fameux clandestins dont on parlait un instant. Et qui, à titre d'exemple, rapidement, a monté dans les années 60 une association de néo-nazis en Argentine qu'il a ensuite rapatrié en Allemagne de l'Ouest en sachant qu'un jour ou l'autre, un agent de renseignement allemand de la RFA pro-nazi viendrait taper à la porte de cette association. C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il a infiltré. Et c'est ce type-là, Drozdov, dont j'ai retrouvé les mémoires en russe qu'on a traduit ensuite, qui a formé Sergei Gernov. D'accord, donc là c'est un sacré parcours. Ouais. Eh bien, écoutez, en tout cas, Jean-Luc Riva, voilà, l'éclaireur, n'oubliez pas, parce que c'est très intéressant et c'est d'actualité. Le GIGN, c'est peut-être l'année dernière que vous l'avez sorti, mais c'est très intéressant parce que c'est un métier très très dur. Je pense que tous les métiers sont durs, bien sûr, mais c'est pas évident de vivre loin de sa famille parce qu'on a besoin de nos proches et c'est un équilibre de nous tous. Absolument. Exactement. Alors Jean-Luc, allez, cette émission s'appelle L'Art du Bonheur. Donc là, on a parlé un peu de bonheur aussi des hommes qui nous défendent un petit peu aussi, quand même, c'est très important. En un mot, quel est votre trait de caractère à vous pour avoir écrit ces deux livres? Votre trait de caractère, comment il a été là? Votre trait de caractère. Pour écrire ces livres, pour écrire en général, je dirais que c'est la constance. C'est la constance. Ah oui, il faut être constant dans l'effort, bien se fixer le but à atteindre, et puis on va tout faire pour les parvenir. Il faut être constant dans l'effort. Quel est votre auteur préféré?
Oula. Alors, je vais vous surprendre, c'est un auteur basique, mais moi qui m'a éveillé à la lecture et à l'écriture, c'est un Normand, c'est Maurice Leblanc, celui qui a écrit Arsène Lupin. Exact, oui. Il y a toute une bonne série. Je peux pas dire que c'est Ouais. une très belle histoire. Oui, oui. Alors, comment le don de la nature que vous voudriez avoir à la date d'aujourd'hui? Vu les circonstances qu'on vit à la date d'aujourd'hui, après un an de Covid, enfin un confinement, Covid, tout ça, Un don de voyance, hein. un don de voyance, c'est ce qu'il nous faut là. c'est ce qu'il faudrait Ah ouais, c'est ce pour qu'il faudrait. préparer l'avenir. Ouais. Savoir un peu pour anticiper. Bon, Je trouve qu'on est dans une période où on n'anticipe pas beaucoup. on régresse à la fois. Je ne sais pas si on régresse, mais je trouve qu'on se prend les claques dans la figure, qu'on a toujours cette sensation de découvrir les choses. Je pense qu'on a tous les éléments pour anticiper, mais on ne les utilise pas. Et il y a un défaut d'anticipation chez nos décideurs. C'est un militaire qui parle là. Ouais, ça C'est un militaire. Le militaire anticipe beaucoup. Le militaire anticipe, bah, vaut mieux. Hein. Le militaire doit anticiper. Et s'il y avait l'armée, en fait, le service militaire qui a existé quand même et qui a été suspendu, mais qui n'a pas été retiré totalement, mais suspendu. Si il fallait le remettre, vous feriez tout. Alors oui, je trouve quand même que c'était un moment de fusion de toutes les classes sociales. C'est un melting pot, un mélange de toutes les classes sociales, de toutes les cultures, même de races parfois, si on peut appeler ça. Voilà. Et que c'était bénéfique à la nation. Alors maintenant, ce qui était bénéfique à la nation n'était pas forcément pour l'armée, parce qu'avoir des intérimaires, des intermittents, pour une armée préfère avoir des professionnels. Alors, il y a un juste milieu à trouver. Je pense quand même qu'on devrait trouver quelque chose, que le service militaire ne devrait pas durer 1 an, mais qu'au moins les gens puissent pendant peut-être 6 mois, entre 3 et 6 mois, partager ensemble un certain nombre de valeurs liées à l'effort, au goût du risque. On a perdu le goût du risque. L'éducation, le respect. Le respect, l'éducation, tout ça. Voilà. Je trouve qu'avoir un tronc commun pour tous les jeunes, je pense que ce serait profitable. Il y a des choses qui se sont un peu perdues, je pense, quand même. Ah oui, bien sûr, par exemple. Et je pense que ça aussi, ça abaisserait un petit peu la violence qui est devenue presque un moyen d'expression. Le service militaire, on dit souvent, ce qui était bien, c'est qu'on arrivait à trouver les personnes qui étaient plus ou moins faibles ou au niveau d'études, que ce soit. Et on les remettait à niveau. Et on les remettait à niveau et on arrivait. Que là, en fait, on ne sait plus. Tout le monde est dispersé dans cette nature et il n'y a plus d'éducation aussi. On repérait les illettrés, les analphabètes. Tout à fait. Et on leur apprenait à lire, et on les remettait un peu dans le circuit, quoi. Et ils étaient heureux et il y avait moins de problèmes. Qu'est-ce que vous pourriez dire de tout ce bonheur en tant qu'ancien militaire? En tant qu'ancien militaire, quel est le bonheur que vous pourriez dire à la date d'aujourd'hui? Vous avez des très bons souvenirs en tant qu'ancien militaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a en tant qu'ancien militaire, écoutez, ce qui m'a le plus marqué, c'était en novembre 1989, la chute du mur. La chute du mur, La chute du mur, parce que, oui, la chute du mur de Berlin, parce que j'avais été à Berlin-Est et j'avais vu dans quoi vivaient les Allemands de la République démocratique allemande. Et vraiment, il y avait un éclair extraordinaire. Et puis, ces gens-là étaient dans une prison. Ils étaient enfermés, voir des gens derrière des barbelés, ça rappelle de mauvais souvenirs. Donc, effectivement, le jour où le mur s'est écroulé, pour tous les gens de ma génération, ça a été un moment de fête. De fête, de délivrance? Ouais, tout à fait. C'est quoi? J'étais en Allemagne à ce moment-là, vous étiez en Allemagne. En plus, pas toujours évident. C'est quoi votre devise? Voilà. Quand on est à l'armée, souvent, enfin, quand on est militaire, on a toujours une devise. Oui, je dirais la devise de mon ancien régiment, au-delà du possible. Et ben voilà, au-delà du possible. Au-delà du possible, peut-être le futur titre d'un livre. Voilà, hein. peut-être. Et bien écoutez, Jean-Luc Riva, merci beaucoup Jean-Luc. Merci à vous. N'oubliez pas le GIGN et le deuxième, L'éclaireur. Hein, deux magnifiques livres. Et Jean-Luc est un
adorable et qui vous apprend beaucoup de choses parce qu'il aime partager. On vous dit à très très bientôt, prenez soin de vous et surtout, plein de bonheur. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.